Quand je dis aux gens que je travaille dans une usine, leur visage a généralement ce tic gêné. Comme si je venais de leur dire que je faisais des soins dentaires avec une cuillère. Oh, c'est un travail honnête, disent-ils, sur le même ton que vous utiliseriez pour décrire un magicien de rue qui mange des clous au déjeuner. Mais la vérité, c'est que j'aime ce que je fais. Je sais à quelle heure je pointe, je sais ce que je fabrique. Je résous de vrais problèmes avec mes mains, je ne me contente pas de déplacer des virgules dans une feuille de calcul, tout en prétendant que mon addiction au café est un trait de personnalité. Je suis resté en ville quand mon père est mort. J'ai refusé une bourse d'études complète à l'université d'État parce que maman était noyée sous les factures et que Jason, notre prince héritier de la cardiologie, ne pouvait absolument pas retarder ses études de médecine pour aider. J'ai pris un poste à l'usine locale où mon père a travaillé pendant 30 ans. Même odeur, même machine, même casiers usés avec des noms gravés dans la peinture, comme des pierres tombales. Ma mère détestait ça. Elle me détestait d'avoir choisi ça. Ce n'est pas ce que ton père voulait, disait-elle chaque fois qu'elle passait devant moi sans me regarder, comme si mon existence était une tache sur son idée de ce que devrait être une famille. J'étais censé devenir quelque chose, quelqu'un dont elle pourrait se vanter lors de ses brunchs à l'église. Au lieu de cela, j'étais celui qui réparait le toit, qui remplaçait le chauffe-eau, et qui payait discrètement le reste du voyage de fin d'année de ma petite sœur Nadia, parce que maman avait oublié. Je ne me suis jamais plaint. Pas une seule fois, car je me disais que c'était peut-être le prix à payer pour être le pilier, celui qui restait. Puis est arrivée la fête des mères. Je venais de finir un service de 10 heures et je réchauffais des restes de pâtes au micro-ondes, tel un véritable roi gourmet, quand mon téléphone a sonné. WhatsApp familial. J'ai ouvert. Le message était court, sec, empoisonné comme une aiguille. Dîner de la fête des mères, dimanche à 18 heures. Je suis si fier de tous mes enfants qui ont travaillé dur et réussi dans la vie. C'est vous qui faites que le rôle de mère vaut bien un bouquet de cœurs grandissants. Puis, Alice, médecin, Jason, cardiologue, Laura, ingénieure en logiciel, Nadia, directrice marketing. C'était tout. Pas de Michael. Pas de « je vous aime tous ». Juste une gifle numérique. Et juste en dessous, elle a ajouté « certains choix sont trop embarrassants pour être inclus ». Je ne reconnais plus quiconque choisit le travail d'usine plutôt que l'ambition. Ce dîner est pour mes enfants qui ont réussi. Je l'ai lu 5 fois. Puis encore une fois, juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause de l'exposition aux fumées de soudage. Personne n'a dit un mot. Pas Jason. Pas Laura. Pas Nadia. Un silence qui hurlait en majuscules. Pas de « qu'est-ce que tu racontes, maman ?» Pas de « tu as oublié Michael ». Même pas un emoji paresseux pour me défendre. Jason a posté un pouce levé. Laura a répondu « j'ai hâte ». Nadia a mis un stupide autocollant de fleurs qui dansent. C'est tout. Comme si tout était normal. J'ai regardé mes pattes, puis la conversation, puis les pathétiques petits émojis de bouquets de cœurs grandissants, posés sous mon effacement comme une garniture sur une bouse. Puis, j'ai calmement ouvert les paramètres, supprimé le groupe, bloqué chaque numéro, posé le téléphone, et j'ai finalement mangé mes pâtes. Pas parce que j'allais bien, mais parce que j'en avais fini d'espérer aller bien. Et maintenant, quand les gens me demandent pourquoi j'ai arrêté de parler à ma famille, je dis simplement « la fête des mères ». Ils pensent que je plaisante. Je ne plaisante pas. Je n'ai pas explosé de rage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé en retour un message théâtral du genre « Waouh, merci, maman ». J'ai juste arrêté. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit. J'ai arrêté de consulter la conversation. J'ai arrêté d'espérer que quelqu'un prenne ma défense. Vous savez ce qui est pire que d'être insulté? Être effacé. Le lendemain du message de la fête des mères, je me suis réveillé comme d'habitude à 5h45, j'ai enfilé mon uniforme taché de graisse et je suis allé travailler. Le chef de ligne a fait une blague sur mes cheveux en bataille qui ressemblait à une pomme de pin, et j'ai fait semblant de rire comme si tout allait bien. J'ai même tenu la porte à Dave de l'expédition, qui m'en veut depuis que j'ai pris le dernier beignet à la gelée il y a 2 mois. Tout semblait identique, sauf que rien ne l'était. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai supprimé toutes les photos de mon téléphone qui portaient une trace de vacances en famille, remise de diplôme, anniversaire,
même cette photo floue où Jason trébuche sur le porche et emporte une plante en pot, disparue. Puis sont venus les réseaux sociaux. J'ai tout rasé. Facebook, mort. Instagram, nettoyé. Conversation de groupe, bloquée. Snapchat, qui utilise encore ça? J'ai même retiré tante Carla de mes amis, alors qu'elle n'avait rien fait. Mais honnêtement, si vous voyez quelqu'un se faire jeter comme une brique de lait périmée et que vous ne dites rien, vous faites partie du problème. Adieu, Carla. Le plus étrange, c'était le silence. Pas de SMS, pas d'appel. Pas même un mème passif-agressif avec un verset de la Bible de la part de maman. Je m'attendais à moitié à ce que Laura envoie quelque chose de condescendant, comme « Nous gérons tout le succès différemment », ou que Nadia brise le silence avec l'une de ses excuses classiques du genre « Maman ne le pensait pas comme ça », mais non, rien. Ils allaient vraiment me laisser disparaître. Et c'est là que j'ai compris. Je n'appartenais pas à eux, j'appartenais à leur récit. Et quand j'ai cessé de correspondre à ce récit, quand j'ai choisi l'usine plutôt qu'un bureau d'angle, je suis devenu la note de bas de page embarrassante qu'ils ne voulaient pas lire à voix haute. Alors, j'ai commencé à désapprendre le besoin d'être choisi par des gens qui ne pouvaient même pas choisir la gentillesse. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je regardais des vidéos YouTube sur les systèmes électriques, la théorie de l'électricité, la conception mécanique. J'ai commencé à suivre des cours du soir au collège technique local, discrètement. Pas d'annonce, pas de fausse modestie sur Facebook, juste moi, du café et un rêve. Tous les mardis et jeudis, je pointais, je me changeais dans les vestiaires, et je filais directement sur le campus avec mes chaussures à embout d'acier et mon sweat à capuche de l'usine. Entouré de jeunes de 10 ans de moins que moi, qui pensaient que j'étais l'oncle de quelqu'un qui visitait la classe. Peu importait, car lentement, quelque chose a changé. J'ai commencé à être fier de moi. Pas de la manière, maman a encore posté ma lettre d'admission en médecine sur Facebook. Non, c'était différent. C'était mérité. Pendant que Jason jouait au docteur parfait et que Laura était occupée à poster des selfies filtrés depuis les toilettes de WeWork, moi, j'étais en train de tout reconstruire à partir de zéro, avec une clé à molette dans une main et un manuel dans l'autre. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes collègues, car ce n'était pas pour le spectacle. C'était pour moi. Mais il y a eu des nuits difficiles aussi. Des nuits où je faisais défiler mes contacts et où je restais en suspens sur leur nom. Où j'ai presque envoyé un SMS à Nadia, le pensais-tu aussi? Où j'ai failli appeler maman et lui demander, ça t'a fait du bien de me rayer comme ça? Mais je ne l'ai pas fait. J'avais déjà été invisible une fois. Je n'allais pas passer une audition pour l'être à nouveau. Alors, à la place, j'ai commencé à tenir un journal, griffonnant des choses que je n'avais jamais dites à voix haute, écrivant ce que j'aurais aimé que quelqu'un, n'importe qui, me dise en grandissant. Des choses comme, c'est normal de prendre un chemin différent. L'amour n'est pas conditionné à ton profil LinkedIn. Tu n'es pas brisé, il voulait juste un moule différent. Je gardais ce carnet caché dans la vieille boîte à cigares que mon père m'avait laissée. Celle qui sentait encore l'huile de moteur et l'après-rasage. Le seul morceau de lui qu'il n'avait pas jeté. Cette petite boîte est devenue sacrée. Un rappel que quelqu'un avait autrefois vu de la valeur en qui j'étais, pas en qui je pourrais devenir. Et tandis que les semaines se transformaient en mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai recommencé à rire. De vrais rires, bruyants, généralement pour des choses stupides, comme quelqu'un au travail qui réchauffe du poisson au micro-ondes, ou moi qui laisse tomber une clé sur mon pied et fait semblant de ne pas avoir mal parce que le stagiaire regarde. Je suis devenu plus présent, plus concentré. Je pouvais me sentir devenir quelqu'un de solide. Pas le genre de succès dont ma mère pouvait se vanter, mais le genre qui reste debout même après avoir été effacé. Je n'ai pas fait de grands retours. Pas d'étalage sur Instagram. Pas de montage vidéo, regardez-moi m'élever. Juste des matins précoces, du café noir, des bottes à embout d'acier, et la digne quiétude du travail bien fait. J'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai appris à connaître chaque machine de l'atelier, étudier les systèmes, mémoriser les plans, compris pourquoi l'ancien robot d'emballage avait un pépin tous les 3e mardis, comme s'il avait un accord syndical avec le chaos. La direction a remarqué. Un jour, mon superviseur m'a pris à part et m'a dit « Eh, Mike, tu as déjà pensé à prendre en charge une ligne ?» J'ai cligné des yeux. J'étais là depuis près de 5 ans et je n'avais jamais entendu ces mots.
J'ai haussé les épaules. Bien sûr, quel est le piège? Il a ri. Pas de piège. Tu fais déjà le travail. Autant te payer pour. 2 mois plus tard, j'avais quitté l'atelier pour un petit bureau vitré qui surplombait l'usine. La climatisation fonctionnait la moitié du temps. La chaise grinçait. Le bureau avait des gravures du début des années 2000 qui disaient des choses comme « Fred est le meilleur » et « La vie est nulle, mais il était à moi ». J'ai arrêté les cours du soir parce que j'avais terminé le programme, obtenu une certification en gestion et opération des systèmes. Ce n'était pas sexy, mais ça m'a valu une augmentation de 22% et un nouveau badge qui disait « Chef d'équipe ». Je portais toujours les mêmes bottes, cependant, juste cirées maintenant. Et je n'en ai toujours parlé à personne. Pour ma famille, j'étais toujours en train d'appuyer sur des boutons et d'essuyer la sueur de mon front. Une gentille petite déception en salopette. Laissons-les penser ça. C'est là que je l'ai rencontré. Ce n'était pas un moment digne d'une comédie romantique. Pas d'étincelle volant au-dessus d'un café renversé, pas de contact accidentel des mains au-dessus d'un tapis roulant. Elle s'appelait Rachel et elle travaillait à l'inventaire. Elle était intelligente, vive d'esprit, et avait une politique de tolérance zéro pour les absurdités de l'entrepôt. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « Si tu vas prendre en charge la ligne 3, répare le lecteur de code barre. Je ne vais pas enregistrer 37 doublons de plus parce qu'un stagiaire a encore donné un coup de pied dans le support. » Je l'ai fixé un instant, puis j'ai souri. « Salut, je m'appelle Mike. » Elle n'a pas souri en retour. « Répare le lecteur, Mike. » Je suis tombé un peu amoureux à ce moment-là. Rachel n'était pas tape à accent grave l'œil. Pas de fausse voix, pas de flirt d'usine. Elle apportait son propre déjeuner dans un Tupperware. Elle dénonçait le sexisme comme si elle était payée pour le faire et savait recalibrer un capteur plus vite que la moitié des gars de la maintenance. Nous avons commencé lentement. Un café, puis un déjeuner, puis nous rentrions ensemble en voiture, car nous vivions dans la même direction. Puis, une nuit, il pleuvait comme si Dieu était en colère contre nous, et j'ai proposé de la raccompagner jusqu'à chez elle. Elle m'a regardé, a cligné des yeux, et a dit « Tu veux entrer ? J'ai des restes de chili et un canapé qui ne mord pas. » C'était tout. C'est comme ça que ça a commencé. Pas de drame, pas de jeu, juste 2 personnes qui comprenaient les longues heures, les pieds endoloris, et la simple joie d'un bon repas et du silence. Après quelques mois, nous avons emménagé ensemble. Je n'en ai parlé à personne. Rachel a demandé une fois, « Est-ce que tes parents sont au courant pour nous ?» J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. Ils ne savent même pas que j'existe encore. Elle a hoché la tête. Ça te va? Plus que ça, j'ai dit. Je n'ai jamais été aussi en paix de ma vie. Nous nous sommes mariés à la mairie un mardi. Pas de grande robe blanche, pas de porteur d'alliance avec un nom comme Bentley. Juste elle, moi, et une bouteille de bon vin rouge dans la voiture pour après. Elle a gardé son nom de famille. J'ai gardé ma paix. 6 mois plus tard, elle était enceinte. Elle a pleuré en me l'annonçant. Elle a dit qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas élever un enfant dans le silence et la privation affective, comme nous avions tous les 2 grandi. Je lui ai tenu la main et j'ai dit, cet enfant connaîtra l'amour avant de connaître son propre nom. Elle a hoché la tête, a souri, puis a demandé, tu veux le dire à ta famille? Je n'ai pas hésité. Non. Parce que les gens qui peuvent t'effacer une fois essaieront de le refaire dès que tu cesses de jouer leur version de toi, et je n'avais aucune intention de me donner en spectacle pour eux à nouveau. Laissons-les penser que je suis toujours en salopette, à réparer des machines cassées et à mendier leur validation. Pendant ce temps, je construis une vie à laquelle ils ne seront jamais invités. Au moment où Rachel était enceinte de 6 mois, j'avais été promu 2 fois. L'usine avait subi une refonte complète. Nouveau système, nouveau logiciel de suivi, du sang neuf dans l'équipe de direction. Je n'y ai pas seulement survécu, je l'ai dirigé. Le même gars qu'on appelait autrefois, Mike le col bleu, était maintenant celui qui examinait leur budget. Ils m'ont donné un nouveau titre, directeur principal de l'usine. Beau bureau, 2 fenêtres, une chaise qui ne grince pas. Un chèque de paie avec une virgule. J'apportais toujours mon déjeuner dans le même Tupperware cabossé. Ça me gardait les pieds sur terre. Je ne l'ai pas posté.
Je ne l'ai pas partagé. Je n'ai pas changé ma photo de profil pour un portrait en costume avec des citations inspirantes, mais le journal économique local a fait un article. Du plancher de l'usine au bureau de direction, l'ascension de Michael Gentry. Ma photo, debout devant la chaîne de montage rénovée, casque de sécurité sous le bras, a fait la une de leur section sur les personnalités locales qui comptent. Ça n'a pas tardé après ça. D'abord, il y a eu le SMS. Salut l'étranger. Je t'ai vu dans le journal. Maman était si fière. On parlait justement de la façon dont tu as brillamment réussi. De cœur. On devrait se revoir bientôt. Visage souriant. C'était de Laura. La même Laura qui n'avait pas dit un mot quand maman m'avait exclu du dîner de la fête des mères comme un mauvais ingrédient. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel. Maman. La femme qui avait publiquement déclaré que je n'étais plus son fils venait soudainement de découvrir que mon numéro fonctionnait toujours. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il arrête de sonner. Puis je l'ai fixé encore un peu. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était enjouée, décontractée, comme si elle appelait pour demander la météo. Salut, mon chéri. J'ai vu ta photo dans le journal. Waouh. J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Ton frère et tes sœurs disaient justement à quel point ils sont fiers. Appelle-moi, d'accord? Réunissons la famille. Nous avons tant de choses à célébrer. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai même pas jeté le téléphone. Je suis juste resté assis là, dans mon bureau, dans ma chemise bien coupée, à écouter une femme qui avait un jour écrit « Je ne te vois plus comme mon fils », faire comme si elle avait oublié. J'ai attendu la fin de la journée de travail. Je suis rentré chez moi, j'ai dîné avec Rachel, des croque-monsieur et de la soupe à la tomate parce qu'elle avait envie de quelque chose qui rappelle l'enfance, mais avec moins de traumatisme. Nous nous sommes assis sur le canapé. Elle se frottait le ventre. Je lui tenais les pieds. Puis je lui ai raconté. Elle n'a rien dit au début. Puis elle m'a regardé et a demandé « Tu veux l'appeler ?» Non, j'ai dit. Tu veux lui crier dessus? Non. Tu veux la remettre à sa place dans un email digne d'un prix? J'ai ri. T'entends. Qu'est-ce que tu veux, Mike? J'y ai réfléchi. Rien, j'ai dit. C'est ça le meilleur. Pour la première fois de ma vie, je ne veux absolument rien d'elle. Nous sommes restés en silence un moment. Puis je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe avec l'article de journal et je l'ai glissé dans la boîte à souvenirs de notre fille, juste à côté de la première échographie de Rachel et du petit bonnet tricoté par sa sœur. Pas pour me vanter, mais pour me souvenir que lorsqu'ils m'ont tous oublié, je n'ai pas disparu. J'ai construit. Et je n'avais pas besoin d'une invitation à dîner pour le prouver. Ça a commencé par un appel de la sécurité du bâtiment. J'examinais un contrat de fournisseur, en sirotant un café éventé de la salle de pause, quand la réception a sonné. Monsieur Gentry, il y a une femme ici qui vous demande. Elle dit que c'est votre mère. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Puis je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé en bas, 6 étages plus bas, vers l'entrée principale. Et elle était là, ma mère. Même coiffure parfaite, même sac à main beige serré contre ses côtes comme un livre saint. Elle portait exactement le genre de tenue que l'on choisit quand on veut dire « Je ne suis qu'une gentille femme âgée qui rend visite à son fils qui a réussi », pas la personne qui l'a effacé de sa vie par SMS. On aurait dit qu'elle s'attendait à des caméras, des applaudissements, peut-être un envol de violon. Je n'ai pas ressenti de colère, ni même de malaise, juste cette clarté calme et légère. Comme si mon corps savait qu'il n'y avait aucune version de cette fin où j'ouvrirais cette porte et me sentirais autrement que plus mal. A-t-elle un rendez-vous? J'ai demandé. Le garde a hésité. Elle dit qu'elle est de la famille. J'ai expiré brièvement. Elle a dit que je n'étais pas son fils. Alors, non, elle ne l'est pas. Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'un ton professionnel, compris. Voulez-vous que nous la fassions partir? Oui. Poliment mais fermement. Et prenez note, si elle revient, elle ne doit pas être autorisée à entrer. J'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre le garde de sécurité s'approcher. Il ne l'a pas touchée,
Il a juste pointé vers le parking en parlant lentement. La posture de ma mère n'a pas changé, bras croisés, tête légèrement inclinée, le même angle qu'elle avait utilisé quand je lui avais dit que je n'irais pas à l'université et qu'elle avait répondu « Tu me fais honte ». Elle est restée là pendant 20 minutes, sans faire les 100 pas, sans faire de scène, juste debout, attendant quoi? Je ne sais pas. Un changement d'avis, un signe de la main depuis la fenêtre, la rédemption. Elle ne l'a pas eu. Je n'ai pas bougé. À 18h12, après son départ, j'ai reçu un SMS de Nadia. Elle a fait 2 heures de route pour te voir, Mike. Tu aurais au moins pu descendre. Elle pleurait devant ton immeuble. Ah, maintenant il pleure. J'ai fixé mon téléphone un moment. Puis j'ai répondu, elle m'a effacé de la famille pour avoir choisi le travail d'usine. Vous l'avez tous laissé faire. Elle pleure maintenant parce qu'elle ne peut pas réécrire la fin. Je l'ai bloquée. Rachel est rentrée juste après 19h avec des plats à emporter et les pieds endoloris. Elle a enlevé ses chaussures, a vu l'expression sur mon visage et a demandé, lequel d'entre eux a essayé. Ma mère. Elle est venue en personne. Ses sourcils se sont haussés. Tu lui as parlé? Non. La sécurité l'a raccompagnée hors de la propriété. Rachel a posé la nourriture sur le comptoir. Bien. Elle n'a pas demandé si je me sentais mal. Elle connaissait la réponse. Nous avons mangé sur le canapé, notre fille roulant dans le ventre de Rachel comme si elle essayait de se frayer un chemin dans la conversation. Après le dîner, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas regardé depuis des années. Il s'appelait « Preuve ». À l'intérieur, il y avait une seule capture d'écran. Le message de la conversation de groupe de la fête des mères. Tous mes enfants ont réussi, sauf Michael. Il a choisi d'être un ouvrier d'usine. Je ne le vois plus comme mon fils. Je l'ai lu une fois, puis j'ai fermé l'ordinateur. Rachel s'est penchée et a demandé, « Pourquoi gardes-tu ça ?» J'ai haussé les épaules. Pas par amertume. Juste pour me souvenir de ce que la manipulation psychologique ne peut pas effacer. Elle a hoché la tête. Intelligent. Nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, une photo a commencé à circuler dans le chasse-lac de notre entreprise. Quelqu'un avait pris une photo d'une femme debout devant le bâtiment, les bras croisés, l'air dévasté. Légende, c'est la mère de quelqu'un. Elle est là depuis 20 minutes. C'est fou. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, j'ai juste mis le fil en sourdine et je suis retourné au travail. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email d'une adresse que je n'ai pas reconnue au début. L'objet disait simplement, « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être une mère. » Le nom en bas, Karen Gentry. Bien sûr. 3 jours après qu'elle se soit tenue devant mon immeuble, la lettre est arrivée. Pas un email, pas un SMS, une lettre physique, manuscrite sur du papier à lettres florales. Comme si nous étions en 1994 et qu'elle écrivait au courrier du cœur. Elle était adressée à Michael Gentry et sa famille, ce qui m'a déjà énervé. Elle avait été glissée sous notre porte d'entrée. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste un papier plié avec un nom écrit d'une écriture que je n'avais pas vue depuis les cartes d'anniversaire au collège. Rachel l'a trouvée la première. Elle rangeait les courses, notre poussette taille bambin garée dans le couloir, quand elle l'a vue sur le paillasson. Je suis sorti de la salle de bain et je l'ai trouvée là, la tenant comme si elle pouvait exploser. Son visage était pâle. Elle a juste dit, « C'est d'elle ». Je l'ai prise doucement. J'ai lu la première ligne. « Michael, je ne sais pas ce que tu as raconté à ta femme sur moi, mais je veux qu'elle sache que j'ai toujours prié pour ton bonheur, même quand je ne comprenais pas tes choix. » Ah, donc on commence par de l'agression passive. Audacieux. J'ai parcouru le reste. Ce n'était pas une excuse, c'était une manipulation. Il y avait des phrases comme « Je n'ai dit ce que j'ai dit que par peur. Tu as toujours été différent, sensible, têtu. Je suis désolé si tu t'es senti mal aimé. » Ce petit mot magique que les gens utilisent quand ils veulent exprimer des regrets sans prendre de responsabilité. Puis est venue la conclusion. Je ne veux pas mourir sans avoir rencontré ma petite fille. S'il te plaît, ne me la cache pas. Nous sommes toujours une famille. Rachel m'a regardé finir de lire, les bras croisés. Eh bien? J'ai plié la lettre.
Tu avais raison. Sur quoi? Elle n'est pas seulement toxique. Elle est radioactive. Rachel s'est assise sur le canapé, respirant lentement. Elle est venue chez nous, Mike. Je sais. Elle a trouvé où nous habitons. Je sais. Elle veut voir notre fille. Je l'ai regardée un long moment, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Ça a sonné 2 fois. Elle a répondu à la 3e. Sa voix était douce, travaillée. Michael. Ne revenez plus chez moi, j'ai dit. Ne laissez pas de lettres. N'envoyez pas de mails. N'impliquez pas ma femme ou ma fille. Vous avez eu votre chance. Michael, s'il te plaît. Vous n'avez pas le droit de parler de famille maintenant. Vous avez dit que je n'étais pas votre fils. Vous avez fait ce choix. J'étais bouleversé. Moi aussi. Et je suis quand même resté, j'ai payé les factures, aidé à la maison, pris soin des choses qu'aucun de vos enfants qui ont réussi n'aurait touchées. Silence. Elle a réessayé. Tu me manques. Je regrette ce que j'ai dit. Non, vous regrettez que je ne sois pas resté petit, que je ne sois pas resté silencieux, que je ne sois pas resté assez désespéré pour vouloir encore votre approbation. Une pause, puis le moment que j'attendais, elle a murmuré, puis-je rencontrer ma petite fille? Juste une fois. Je n'ai pas crié, je n'ai pas tremblé. J'ai juste prononcé la phrase qui vivait sans payer de loyer dans ma poitrine depuis des années. Je ne vous vois plus comme ma famille. Elle a eu un hoquet. Une petite inspiration brusque, comme si je l'avais frappée à travers le téléphone. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse pleurer. J'ai bloqué le numéro, supprimé le message vocal qu'elle a laissé 2 minutes plus tard sans l'écouter. Rachel s'est approchée et m'a entouré de ses bras. Elle n'a pas dit « Je suis fière de toi ». Elle n'en avait pas besoin, car il ne s'agissait pas de triomphe. Il s'agissait de paix. Et je n'allais pas échanger la mienne contre une femme qui ne se souvenait de mon existence que lorsque je devenais quelqu'un dont elle pouvait se vanter à son club de lecture. Après cet appel final, tout est devenu plus calme. Plus de messages vocaux, plus de visites inattendues, plus d'enveloppes à papier floral sur le paillasson. Rachel a quand même installé une caméra de sécurité, juste au cas où. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Certaines cicatrices sont mieux honorées par le silence. Quelques jours plus tard, j'ai sorti la vieille boîte à chaussures que j'avais gardée enfouie au fond de mon placard. Elle était remplie de tout ce que je n'avais pas eu le courage de jeter. Des impressions de vieux SMS, une photo de mes frères et sœurs et moi quand nous étions enfants, tout tendant et en coups de soleil. Une dernière capture d'écran. Ce message de conversation de groupe de la fête des mères. Tous mes enfants ont réussi, sauf Michael. Il a choisi d'être un ouvrier d'usine. Je ne le vois plus comme mon fils. Je l'ai regardé une dernière fois. La ponctuation, l'audace de sa certitude. Puis je l'ai imprimé. Juste une copie. Je l'ai glissé dans un dossier intitulé « Preuve que je n'ai pas tout imaginé ». Et puis j'ai verrouillé le dossier dans un tiroir. Pas par dépit, par préservation. Parce que quand on grandit en étant constamment manipulé psychologiquement, on apprend à archiver la douleur. Non pas pour la garder, mais pour savoir qu'elle était réelle. Ce week-end-là, notre fille a eu 1 an. Elle ne savait pas ce qu'était un anniversaire. Juste qu'il y avait des ballons, du glaçage et des gens qui applaudissaient quand elle tapait sur son gâteau comme une petite combattante de MMA. Rachel a fait des cupcakes. J'ai fait un barbecue. Nous avions quelques amis. Des gens qui nous avaient soutenus quand les choses étaient calmes, pas seulement quand les gros titres tombaient. Pas de famille élargie. Pas d'accolade forcée. Juste de l'amour, celui qu'on n'a pas besoin de mériter. Après que tout le monde soit parti et que nous nettoyions, notre fille était assise par terre, jouant avec un téléphone jouet. Elle l'a porté à son oreille, a babillé quelque chose d'incohérent, puis m'a regardé et a dit « Qui ça ?» J'ai ri. C'est juste un faux téléphone, mon bébé. Elle a eu l'air pensive, autant qu'une enfant d'1 an peut l'être, puis a demandé « Où famille ?» Rachel s'est arrêtée au milieu d'un coup d'éponge sur le comptoir. Je me suis agenouillé, j'ai touché sa petite main et j'ai dit « La famille, c'est ceux qui t'aiment dans les jours difficiles. » Elle a cligné des yeux, puis a souri et a répété « Jours difficiles. »
Rachel s'est approchée, s'est accroupie à côté de nous et lui a embrassé le front. C'est ça. Et qui est ta famille? Notre fille a réfléchi longuement, puis a rayonné. Toi et papa, famille pour toujours. C'était une phrase qu'elle avait dû tirer d'un livre du soir. Ou peut-être qu'elle venait de l'inventer. Peu importait, car c'était ça. C'était le moment que je n'avais jamais eu en grandissant. La certitude, la stabilité, le sentiment inébranlable que l'on est désiré. Pas seulement quand on gagne, mais quand on est fatigué, désordonné ou imparfait. Je n'avais pas besoin d'un communiqué de presse pour annoncer que j'avais tourné la page. Je n'avais pas besoin d'une confrontation finale. J'avais juste besoin de ce moment, dans notre salon, avec du glaçage sur le tapis et un bambin sur mes genoux. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, Rachel m'a trouvé debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, les bras croisés, fixant le petit lit rempli d'animaux en peluche. « Ça va » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je me souviens, c'est tout. De bons ou de mauvais souvenirs? Ni l'un ni l'autre, j'ai dit, je remarque juste la différence. Elle s'est mise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule. Tu l'as fait, tu sais, a-t-elle dit doucement. Tu as brisé le schéma. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. 6 semaines après la fête d'anniversaire, j'ai reçu un dernier email. Pas d'objet, pas de salutation, juste une ligne pesant lourdement au milieu de l'écran. Ne jetons pas 30 ans par la fenêtre pour un malentendu. Je l'ai regardé pendant peut-être une minute. Puis j'ai éclaté de rire, seul dans mon bureau. Un malentendu. Comme si le fait qu'elle ait écrit que je n'étais plus son fils devant 3 témoins était juste une paraphrase. Comme si j'avais été confus, dramatique, susceptible. J'ai fermé l'ordinateur portable, je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle a envoyé une photo d'elle, debout au bord d'un lac, tenant une marguerite, avec la légende « Le pardon, c'est la liberté ». Non. J'ai bloqué l'email cette fois, pour de bon. Parce que voici la vérité qu'ils ne comprennent jamais. Certaines personnes pensent que fixer une limite est une attaque. Que dire non est cruel. Que couper les ponts avec les gens qui vous ont fait du mal est la véritable trahison. Mais je n'ai trahi personne. J'ai simplement fini par me choisir, moi. J'ai choisi ma femme, ma fille. Ma vie calme et ordinaire, construite à partir de rien. Je ne l'ai pas effacée. Elle m'a effacé. Je suis juste resté parti. Et je ne reviendrai pas.